Il y a des équipes qu'on retient pour ce qu'elles ont accompli. Des dynasties, des façons de jouer révolutionnaires ou encore des épopées mémorables. Et puis, il y a les autres. Celles dont on se souvient non pas pour ce qu'elles ont gagné, mais pour ce qu'elles étaient. Des rosters dingues, composés de joueurs incontrôlables. Des équipes qui faisaient les gros titres de la rubrique sport, comme de la rubrique faits divers. Des groupes de mecs dont leur propre franchise ne savait plus quoi faire. Vous êtes sur le crossover, et aujourd'hui on va parler de 4 d'entre elles. 4 équipes complètement déjantées qui ont rendu la NBA aussi fascinante qu'ingérable. On va y aller du plus soft au plus fou. Il y aura de la drogue, des armes, des bagarres et des vestiaires qui n'ont rien à envier aux plus grands westerns hollywoodiens. Alors installez-vous confortablement parce que ça risque de très mal finir. Pour commencer, on va parler d'une équipe qui n'aurait jamais dû exister. Pas sous cette forme en tout cas. Nous sommes en 2007 et les Golden State Warriors n'ont plus goûté aux playoffs depuis 13 ans. 13 longues années. À Oakland, les fans ont presque arrêté de croire en leur équipe. L'Oracle Arena se vide alors que la franchise accumule mauvais pics, mauvais contrats et mauvaises décisions. Don Nelson tente alors le tout pour le tout. Le coach légendaire bâtit une véritable équipe de dingues. Non, pas de dingues dans le sens inarrêtable, de vrais dingues. Des joueurs imprévisibles, dont le talent n'a d'égal que leur folie. Commençons par Stephen Jackson. Vous vous souvenez du Malice at the Palace ? Ron Artest qui plonge dans les tribunes, les joueurs qui tapent sur des fans. Jackson était là. Il était même l'un des premiers à suivre Artest dans les gradins, point levé. Quand Indiana s'en débarrasse, peu d'équipes se bousculent au portillon. Golden State sue. À ses côtés, Matt Barnes, un ailier que toute la ligue connaît comme un gros bagarreur. Un mec capable de péter les plombs à n'importe quel moment. Sa carrière sera jalonnée d'incidents, dont le plus célèbre viendra plus tard, quand il conduira 150 km en pleine nuit pour mettre une gifle à Derek Fisher. Et puis, il y a Baron Davis, le talent le plus pur de l'équipe, mais probablement le plus incontrôlable. Génial avec le ballon, mais ingérable sans. Stephen Jackson racontera des années plus tard qu'à chaque soirée, son rôle officieux était de surveiller Baron Davis, capable de tout. C'est ça, les We Believe Warriors, une équipe qui brûle par les deux bouts, qui fait la fête avec les fans dans les bars d'Oakland, entre les joueurs et le public. Il n'y a pas de barrière, tous viennent du même endroit et parlent donc le même langage. Ces Warriors ne gagneront rien, mais réaliseront un des plus grands exploits de l'histoire de la NBA, en devenant le premier 8e de conférence de l'histoire à battre les numéros 1. Une équipe inoubliable. Au début des années 2000, Denver est une des pires équipes de la ligue. Mais une des pires décisions de l'histoire va complètement changer la dynamique de la franchise. They're doing terrible. You gotta ask. Jeepers, look at the crowds. En 2003, la loterie offre le 3e choix de la draft aux Nuggets. L'espoir de récupérer LeBron James s'effondre et la probabilité de récupérer Carmelo Anthony chute drastiquement. Tout le monde pense que les 2 premiers choix sont sécurisés, jusqu'à ce que Darko Milicic effectue un workout avec les Pistons. Un des plus grands workouts de l'histoire selon les dires. Suffisant pour convaincre le front office du Michigan. Carmelo Anthony, un des meilleurs prospects des dernières années, tombe alors à Denver, qui n'en demandait pas tant. Melo change complètement la trajectoire sportive des Nuggets. Mais avant même de poser un pied en NBA, l'ancien de Syracuse arrive avec une réputation bien chargée. Autour de lui, Denver va constituer au fil des saisons un roster qui ressemble davantage au casting d'Expendables qu'à une équipe de basket.
Tout d'abord, Kenyon Martin, un ego surdimensionné, abonné aux fautes techniques et embrouille en tout genre. D'ailleurs, sa propre équipe n'échappe pas à son caractère de cochon. Après une dispute avec son coach, George Karl, il refuse d'entrer en jeu lors de la seconde période d'un match. 4 ans plus tard, il déclenche une crise existentielle complète après s'être fait arroser de popcorn à l'entraînement. Il menace de boycotter les playoffs si on ne lui révèle pas le coupable. Le suspect numéro 1, un autre génie de son temps, J.R. Smith. Un des personnages les plus imprévisibles des 2 dernières décennies, habitué des clubs new-yorkais et fan absolu de whisky, Smith est un phénomène. Il faudrait une vidéo entière pour tout raconter. Mais on parle d'un joueur capable d'oublier le score du match, voire même d'oublier qu'il est en train de jouer un match. Ajoutez à cela des joueurs comme Allen Iverson, qu'on ne présente plus, Ruben Patterson, dont on parlera un peu plus tard, ou encore le plus dingue de tous, Chris Andersen. Avec son look de jackass, le Birdman est un habitué de la rubrique faits divers. Suspendu 2 ans par la NBA pour abus de stupéfiants, il est un personnage imparfait mais attachant. Un de plus chez ces Nuggets, qui ne gagneront jamais rien, n'atteindront même pas les finales, mais resteront chez les fans de basket comme une des équipes les plus cool des années 2000. Au début des années 2000, les Wizards sortent de l'ère Michael Jordan. 2 saisons calamiteuses durant lesquelles Iz Ernest tente un comeback plus que mitigé en tant que joueur dirigeant. Pour reconstruire, les dirigeants justement vont miser sur un jeune meneur qui fait sensation à Golden State, un certain Gilbert Arenas. Après une première saison tronquée par les blessures, Arenas explose complètement en 2004-2005. All-Star, à plus de 25 points de moyenne, l'agent zéro doit être le point de départ d'un renouveau doré dans la capitale américaine. Le problème, c'est qu'Arenas n'a franchement pas grand-chose du franchise player classique. Il s'endort au gymnase par flemme de rentrer chez lui, joue aux jeux vidéo jusqu'à 6h du matin et arrose d'eau froide ses coéquipiers endormis dans l'avion. Heureusement, tout l'effectif des Wizards n'est pas aussi dingue que son franchise player à cette époque. Enfin, c'est ce que je croyais avant de faire mes petites recherches. Prenons l'effectif des Wizards en 2008. On a donc toujours Gilbert, qui ne jouera que 2 petits matchs. André Blatche, un pivot talentueux mais peu sérieux. Le numéro 32 a lui aussi multiplié les frasques, comme lorsqu'il décide d'animer une soirée lap dance ou lorsqu'il se fait attraper par une policière anti-prostitution en infiltration. Moins drôle, il échappe de peu à la mort après avoir vu une balle lui frôler le cœur en 2005. Avec lui, on retrouve Nick Young, qui deviendra célèbre pour ses tirs loupés célébrés et ses interviews d'après-match. Ou encore Javal McGee, MVP incontesté du Shaqtin' a Fool et joueur complètement dans la lune. L'équipe est tellement lunaire qu'on les appelle à l'époque les Knuckleheads, les imbéciles si vous préférez. Pourtant, aucun n'arrive à la cheville de notre dernier protagoniste, Javaris Crittenton, un jeune meneur de 21 ans, arrivé à Washington plein d'ambition, qui ne fera que 3 petites saisons dans la Grande Ligue. Pour cause, un événement aussi triste que mythique de l'histoire de la NBA lui vaudra une suspension d'1 an. En décembre 2009, alors que l'équipe revient en avion de Phoenix, une partie de cartes dégénère. Alors que Crittenton perd déjà des milliers de dollars, Arenas entre dans la partie et double la mise, enfonçant Crittenton encore davantage. Le trash talk entre les deux monte d'un cran, au point que Crittenton et Arenas se promettent en rigolant à moitié de régler ça avec des armes à feu. 2 jours plus tard, à l'entraînement, Arenas dépose 4 armes à feu devant le casier de Crittenton. Crittenton se retourne lentement, sort sa propre arme chargée et la pointe sur Arenas. Les autres joueurs n'en reviennent pas. Après cet événement, plutôt que de faire profil bas, Arenas mime des pistolets avec les doigts en direction de ses coéquipiers sur le banc.
Blatch, McGee, Nick Young et Randy Foye l'imitent en riant. Crittenton, lui, ne rejouera plus jamais en NBA. En 2011, à Atlanta, il tire sur une voiture dans ce qu'il croit être un règlement de compte, mais rate sa cible. La balle touche Alicia Ross, une mère de famille de 23 ans, qui mourra de ses blessures. Crittenton plaide coupable et est condamné à 23 ans de prison. Vous connaissez l'histoire de Frankenstein ? Pas le monstre vert avec des boulons dans le cou qu'on voit à Halloween, hein ? Non, le vrai. Celui de Mary Shelley, un scientifique brillant, obsédé par l'idée de créer la vie, qui assemble des pièces disparates pour fabriquer quelque chose de grandiose. Le problème, c'est que sa créature lui échappe, et que plus il essaie de la contrôler, plus elle devient incontrôlable. Bob Whitsitt a commis la même erreur. Le GM des Trailblazers a passé des années à tenter d'assembler les pièces les plus talentueuses disponibles sur le marché. Peu importe ce qu'elle traînait derrière elle. Un casier judiciaire ? Pas grave. Un caractère ingérable ? Pas grave. Whitsitt s'en foutait. Tout ce que le GM de Portland voulait, c'était gagner. Et il pensait que le talent suffirait à effacer tout le reste. Pour être honnête, Whitsitt n'était pas loin de réussir son coup. En 2000, sa créature mène de 15 points au 3e quart-temps du Game 7 contre les Lakers de Shaq et Kobe. Une fois l'obstacle Shaq et Kobe passé, le titre n'aurait été qu'une formalité. Et dans ce 4e quart-temps, tout s'effondre. Et si la chute est effrayante, l'atterrissage, lui, fait encore plus mal. Comme dans le roman de Shelley, le monstre a fini par échapper à son créateur. Ce monstre, c'est l'armada des Portland Trailblazers, une équipe détestée même par ses propres fans. Dans cette équipe, on retrouve le personnage principal, Rasheed Wallace, All-Star et l'un des meilleurs défenseurs de sa génération. Un homme aussi valuable qu'instable, capable de dégoupiller d'une minute à l'autre. Un homme en guerre permanente contre absolument tout le monde. Les arbitres, le coach, ses coéquipiers, la ligue entière à vrai dire. Le Sheed détient le record absolu de fautes techniques en une saison. 41 en 2000-2001. Le précédent record, 38, détenu par lui-même. En carrière, il en accumulera 317. Parmi ses plus belles frasques, une suspension de 7 matchs pour avoir chargé l'arbitre Tim Donaghy dans le couloir du Rose Garden. Ou encore une éjection pour avoir regardé un arbitre dans les yeux trop longtemps. Les conférences de presse l'ennuient et il se moque pas mal de ce que les gens pensent de lui. Sa philosophie de vie, elle se résume en 3 lettres. CTC, cut the check, paie-moi et tais-toi. À ses côtés, Damon Stoudemire. Rookie de l'année en 1996, le natif de Portland est un meneur brillant, mais un habitué des postes de police. Une première arrestation pour détention de cannabis, puis une deuxième, et une troisième en compagnie de son pote, Rasheed Wallace. La plus célèbre de ces arrestations, à l'aéroport de Tucson, avec de la marijuana enveloppée dans du papier aluminium qui lui tombe du pantalon devant le détecteur de métaux. Il prendra 3 mois de suspension et 250 000 $ d'amende. Vous pensez que c'est terminé ? On n'en est qu'au début. Voici Ruben Patterson. Vous vous souvenez ? On en a vaguement parlé tout à l'heure. Défenseur tenace, Patterson se surnomme lui-même le Kobe Stopper depuis une série de qualités avec Seattle face aux Lakers. Whitsitt pense avoir trouvé l'arme ultime pour faire tomber les Lakers. Le problème, c'est qu'en dehors des terrains, Patterson est un être humain détestable. Il passe 15 jours en prison pour avoir tenté de violer la nounou de ses enfants. Oui, 15 jours, vous avez bien entendu. Il se retrouvera quelques années plus tard de nouveau mêlé à une histoire extrasportive après être venu aux mains avec Zach Randolph à l'entraînement. « Can't nobody slam me » avait-il crié. Résultat, une fracture de l'orbite pour Patterson et un zibo qui n'ose plus rentrer chez lui de peur que son coéquipier l'y attende avec une arme à feu. Vous en voulez encore, hein ?
Je vous présente Bonzi Wells. Lui est plutôt calme pourtant. Ça ne l'empêchera pas d'être suspendu pour avoir agressé un arbitre en plein match et insulté son propre coach, Maurice Cheeks. Interviewé par Sports Illustrated, il lâchera cette déclat mythique. We're not really going to worry about what the hell the fans think about us. Cette équipe est tout simplement la plus dingue de toute l'histoire de la NBA. C'est simple. Lors de la saison 2002-2003, la plus longue période sans qu'un membre de l'effectif ne soit arrêté par la police est de seulement 17 jours. Même pas 3 semaines. Dans toute une saison. Du jamais vu. Évidemment, le projet de Bob Whitsitt finira par s'effondrer. Et la franchise mettra des années à retrouver une image respectable. Sans rancune, lors de retrouvailles organisées au Moda Center des années plus tard, les fans de Portland ont finalement applaudi ces joueurs qu'ils avaient tant détestés. Parce qu'au fond, même détestables, les Jailblazers étaient inoubliables. La NBA est une machine à produire des champions. Des systèmes, des contrats, des codes de conduite, des franchises bien gérées qui font tout dans les règles. Les équipes dont on vient de parler ont refusé tout cela. Elles n'ont cessé de déborder. Déborder de talent, d'ego, de folie, parfois même de violence. Elles ont rendu la ligue inconfortable, embarrassée, parfois même horrifiée. Yo, like really? Mais elles l'ont aussi rendue vivante. Ces équipes nous ont fait ressentir quelque chose. La stupeur devant Rasheed Wallace éjecté pour un regard. Le rire nerveux devant Jamal McGee qui court dans le mauvais sens. L'incrédulité devant une partie de cartes qui finit avec 4 armes dans un vestiaire. Et cette sensation étrange, inexplicable, de voir une bande de dingues éliminer la meilleure équipe de la ligue sous les cris d'Oakland. Certaines de ces histoires finissent mal, très mal même. Des carrières ont été gâchées, des franchises abîmées, des vies brisées. Il ne s'agit pas de glorifier tout ça, mais derrière chacune de ces histoires, il y a des hommes. Et ces hommes-là, qu'on les aime ou qu'on les déteste, ont laissé une trace que les équipes bien rangées n'ont jamais réussi à laisser.